La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Ce prince aimait le commerce des femmes, même de celles dont il n'était pas amoureux. Il passait tous les jours à l'heure du cercle où tout ce qu'il y avait de plus beau et de mieux fait de l'un et de l'autre sexe ne manquait pas de se trouver. Jamais cour n'a eu tant de belles personnes et d'hommes admirablement bien faits. Et il semblait que la nature eût pris plaisir à placer ce qu'elle donne de plus beau dans les plus grandes princesses et dans les plus grands princes. Madame Élisabeth de France, qui fut depuis reine d'Espagne, commençait à faire paraître un esprit surprenant et cette incomparable beauté qui lui a été si funeste. Marie Stuart, reine d'Écosse, qui venait d'épouser Monsieur le Dauphin et qu'on appelait la reine Dauphine, était une personne parfaite pour l'esprit et pour le corps. Elle avait été élevée à la cour de France. Elle en avait pris toute la politesse et elle était née avec tant de disposition pour toutes les belles choses que malgré sa grande jeunesse, elle les aimait et s'y connaissait mieux que personne. La reine, sa belle-mère et Madame Sœur du Roi aimaient aussi les vers, la comédie et la musique. Le goût que le roi François Ier avait eu pour la poésie et pour les lettres régnait encore en France. Et le roi, son fils, aimant les exercices du corps, tous les plaisirs étaient à la cour. Mais ce qui rendait cette cour belle et majestueuse était le nombre infini de princes et de grands seigneurs d'un mérite extraordinaire. Ceux que je vais nommer étaient en des manières différentes la gloire et l'ornement de leur siècle. Le roi de Navarre attirait le respect de tout le monde par la grandeur de son rang et par celle qui paraissait en sa personne. Il excellait dans la guerre et le duc de Guise lui donnait une émulation qui l'avait porté plusieurs fois à quitter sa place de général pour aller combattre auprès de lui comme un simple soldat dans les lieux les plus périlleux. Le cardinal de Lorraine, son frère, était né avec une ambition démesurée, avec un esprit vif et une éloquence admirable dont il se servait pour défendre la religion catholique qui commençait d'être attaquée. Le duc de Nevers, dont la vie était glorieuse par la guerre et par les hauts emplois qu'il avait eus, quoique dans un âge un peu avancé, faisait les délices de la cour. Il avait 3 fils parfaitement bien faits. Le second, qu'on appelait le prince de Clèves, était digne de soutenir la gloire de son nom. Il était brave et magnifique, et il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Le vidame de Chartres, descendu de cette ancienne maison de Vendôme, dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter le nom, était également distingué dans la guerre et dans la galanterie. Il était beau, de bonne mine, vaillant, hardi, libéral. Toutes ces bonnes qualités étaient vives et éclatantes. Enfin, il était le seul digne d'être comparé au duc de Nemours si quelqu'un eût pu être comparable. Mais ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Il avait tant de disposition pour la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelque soin à celle qui tâchait de lui plaire. Ainsi,
Il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement. Il parut alors à la cour une beauté qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Son père était mort jeune, et l'avait laissé sous la conduite de Madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l'éducation de sa fille. Mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne jamais parler de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements. Et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin à s'attacher à tout ce qui peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée. La voyant dans sa 16e année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de mademoiselle de Chartres. Et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain qu'elle fut arrivée, elle alla pour assortir des pierreries chez un Italien qui en trafiquait par tout le monde. Comme elle y était, le prince de Clèves y arriva. Il fut tellement surpris de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise. Et mademoiselle de Chartres ne put s'empêcher de rougir en voyant l'étonnement qu'elle lui avait donné. Elle se remit néanmoins, sans témoigner d'autre attention aux actions de ce prince que celle que la civilité lui devait donner pour un homme tel qu'il paraissait. M. de Clèves la regardait avec admiration et ne pouvait comprendre qui était cette belle personne qu'il ne connaissait point. Il voyait bien par son air et par tout ce qui était à sa suite qu'elle devait être d'une grande qualité. Sa jeunesse lui faisait penser que c'était une fille, mais ne lui voyant point de mère et l'Italien qui ne la connaissait point l'appelant madame, il ne savait que penser et la regardait toujours avec étonnement. Il s'aperçut que ses regards l'embarrassaient, contre l'ordinaire des jeunes personnes qui voient toujours avec plaisir
l'effet de leur beauté. Il parut même qu'il était la cause qu'elle avait de l'impatience de s'en aller, et en effet, elle s'en alla assez promptement. M. de Clèves se consola de la perdre de vue dans l'espérance de savoir qui elle était, mais il fut bien surpris quand on lui dit qu'on ne la connaissait pas. Il fut si touché de sa beauté et de l'air modeste qu'il avait remarqué dans toutes ses actions qu'on peut dire qu'il conçut pour elle, dès ce moment, une passion et une estime extraordinaires. Ce prince fit parler à Madame de Chartres. Elle reçut la proposition qu'on lui faisait, et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne pût aimer en lui donnant le prince de Clèves. Les articles furent conclus, on parla au roi, et ce mariage fut su de tout le monde. M. de Clèves se trouvait heureux sans être néanmoins entièrement content. Il voyait bien que les sentiments de mademoiselle de Chartres ne passaient pas ceux de l'estime et de la reconnaissance, et il ne pouvait se flatter qu'elle en cachât de plus obligeant, puisque l'état où ils étaient lui permettait de les faire paraître sans choquer son extrême modestie. Il ne se passait guère de jour qu'il ne lui en fît ses plaintes. Est-il possible que je puisse n'être pas heureux en vous épousant? Cependant, il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire. Vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin. Vous n'êtes pas plus touché de ma passion que vous le seriez d'un attachement qui ne serait fondé que sur les avantages de votre fortune, et non pas sur les charmes de votre personne. Il y a de l'injustice à vous plaindre, répondit mademoiselle de Chartres. Je ne sais ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais, et il me semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage. Il est vrai que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà, mais au lieu que la bienséance vous retienne, c'est elle seule qui vous fait faire ce que vous faites. Je ne touche ni votre inclination, ni votre cœur, et ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. Vous ne sauriez douter que je n'ai de la joie de vous voir, et je rougis si souvent en vous voyant, que vous ne sauriez douter aussi que votre vue ne me donne du trouble. Je ne me trompe point à votre rougeur. C'est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de votre cœur. Et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. Mademoiselle de Chartres ne savait que répondre, et ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances. M. de Clèves ne voyait que trop combien n'était éloigné d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas. Le mariage s'acheva. La cérémonie s'en fit au Louvre, et le soir, le roi et les reines vinrent souper chez Madame de Chartres avec toute la cour, où ils furent reçus avec une magnificence admirable.
Monsieur de Clèves ne trouva pas que mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. Cependant, M. de Nemours était demeuré à Bruxelles, entièrement rempli et occupé de ses desseins pour l'Angleterre. Il en recevait ou y envoyait continuellement des courriers. Ses espérances augmentaient tous les jours. Il envoya en diligence à Paris donner tous les ordres nécessaires pour faire un équipage magnifique afin de paraître en Angleterre dans un éclat proportionné au dessein qui l'y conduisait, et il se hâta lui-même de venir à Paris pour assister au mariage de M. de Lorraine. Il arriva la veille des fiançailles, et dès le même soir qu'il fut arrivé, il alla rendre compte au roi de l'état de son dessein pour recevoir ses ordres et ses conseils sur ce qui lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines. Madame de Clèves n'y était pas, en sorte qu'elle ne le vit point, et ne sut pas même qu'il fût arrivé. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se donnait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Et comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surpris de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois, sans avoir un grand étonnement. M. de Nemours fut tellement touché de sa beauté qu'il ne put cacher sa surprise. Et quand elle lui fit la révérence, il lui donna toutes les marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. Madame de Clèves rentra chez elle, et quoiqu'il fût fort tard, elle alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte. Le lendemain, la cérémonie de noces se fit. Madame de Clèves y vit le duc de Nemours avec une mine et une grâce si admirables qu'elle en fut encore plus surprise. Les jours suivants, elle le vit chez la reine Dauphine. Elle le vit jouer à la paume avec le roi. Elle le vit cours la bague. Elle l'entendit parler, et elle le vit toujours de si loin surpasser tous les autres, et se rendre tellement maître de la conversation dans tous les lieux où il était, par l'air de sa personne, et par l'agrément de son esprit, qu'il fit en peu de temps une grande impression dans son cœur.
Il est vrai que comme M. de Nemours sentait pour elle une inclination violente, qui lui donnait cette douceur et cet enjouement qu'inspirent les premiers désirs de plaire, il était encore plus aimable qu'il n'avait accoutumé de l'être, de sorte que se voyant souvent, et se voyant l'un l'autre, ce qu'il y avait de plus aimable à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. La passion de M. de Nemours pour Madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées et avec qui il avait conservé des commerces pendant son absence. Il ne prit pas seulement le soin de chercher des prétextes pour rompre avec elles, et il ne put se donner la patience d'écouter leurs plaintes et de répondre à leurs reproches. Madame la Dauphine, pour qui il avait eu des sentiments assez passionnés, ne put tenir dans son cœur contre Madame de Clèves. Son impatience pour le voyage d'Angleterre commença même à se ralentir et il ne pressa plus avec tant d'ardeur les choses qui étaient nécessaires pour son départ. Il allait souvent chez la reine Dauphine, parce que Madame de Clèves y allait souvent. Et il n'était pas fâché de laisser imaginer ce que l'on avait cru de ses sentiments pour cette reine. Madame de Clèves lui paraissait d'un si grand prix qu'il se résolut plutôt de manquer à lui donner des marques de sa passion que de se hasarder de la faire connaître au public. Il n'en parla pas même au vidame de Chartres, qui était son ami intime et pour qui il n'avait rien de caché. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux de Madame de Clèves que le chevalier de Guise. Et elle aurait de peine à s'en apercevoir elle-même si l'inclination qu'elle avait pour lui ne lui eût donné une attention particulière pour toutes ses actions, qui ne lui permit pas d'en douter. Elle ne trouva pas la même disposition à dire à sa mère ce qu'elle pensait des sentiments de ce prince qu'elle avait eu à lui parler de ses autres amants. Sans avoir un dessein formé de lui cacher, elle ne lui en parla point. Madame de Chartres n'avait pas voulu laisser voir à sa fille qu'elle connaissait ses sentiments pour ce prince, de peur de se rendre suspecte sur ce qu'elle avait envie de lui dire. Elle se mit un jour à parler de lui, elle lui en dit du bien, et il mêla beaucoup de louanges empoisonnées sur la sagesse qu'il avait d'être incapable de devenir amoureux, et sur ce qu'il se faisait un plaisir, et non pas un attachement sérieux du commerce des femmes. Ce n'est pas, ajouta-t-elle, que l'on les soupçonnait d'avoir une grande passion pour Madame la Dauphine. Je vois même qu'il y va très souvent, et je vous conseille d'éviter, autant que vous pourrez, de lui parler, et surtout en particulier. Parce que Madame la Dauphine vous traitant comme elle fait, on dirait bientôt que vous êtes leur confidente, et vous savez combien cette réputation est désagréable. Je suis d'avis, si ce bruit continue, que vous alliez un peu moins chez Madame la Dauphine, afin de ne vous pas trouver mêlé dans des aventures de galanterie. Madame de Clèves n'avait jamais ouï parler de M. de Nemours et de Madame la Dauphine. Elle fut si surprise de ce que lui dit sa mère, et elle crut si bien voir combien elle s'était trompée sur tout ce qu'elle avait pensé des sentiments de ce prince, qu'elle en changea de visage. Madame de Chartres s'en aperçut. Il vint du monde dans ce moment. Madame de Clèves s'en alla chez elle et s'enferma dans son cabinet.
L'on ne peut exprimer la douleur qu'elle sentit de connaître, par ce que lui venait de dire sa mère, l'intérêt qu'elle prenait à M. de Nemours. Elle n'avait encore osé se l'avouer à elle-même. Elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que M. de Clèves lui avait tant demandés. Elle trouva combien il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait. Elle se sentit blessée et embarrassée de la crainte que M. de Nemours ne voulût la faire servir de prétexte à Madame la Dauphine. Cette pensée la détermina à conter à sa mère ce qu'elle ne lui avait point encore dit. Elle alla le lendemain matin dans sa chambre, mais elle trouva que Madame de Chartres avait un peu de fièvre, de sorte qu'elle ne voulut point lui parler. Ce mal paraissait néanmoins si peu de chose que Madame de Clèves ne laissa pas d'aller l'après-dîner chez Madame la Dauphine. Nous parlions de M. de Nemours, lui dit cette reine en la voyant, et nous admirions combien il est changé depuis son retour de Bruxelles. Lorsqu'elle revint chez sa mère, elle sut qu'elle était encore plus mal qu'elle ne l'avait laissée. La fièvre lui avait redoublé. Et les jours suivants, il apparut que ce serait une maladie considérable. Madame de Clèves était dans une affliction extrême. Elle ne sortait point de la chambre de sa mère. Il faut nous quitter, ma fille. Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent encore le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour M. de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçu de cette inclination. Mais je n'ai pas voulu vous en parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez à ce que vous devez à votre mari. Songez à ce que vous vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes conquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles. Quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Adieu, ma fille. Finissons une conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre. Et souvenez-vous, si vous pouvez, de tout ce que je viens de vous dire. Madame de Clèves était dans une affliction extrême. Son mari ne la quittait point. Et sitôt que Madame de Chartres fut expirée, il l'amena à la campagne pour l'éloigner d'un lieu qui ne faisait qu'aigrir sa douleur. On n'en a jamais vu de pareil. Quoique la tendresse et la reconnaissance y eussent la plus grande part,
le besoin qu'elle sentait qu'elle avait de sa mère pour la défendre contre M. de Nemours ne laissait pas d'y en avoir beaucoup. Elle se trouvait malheureuse d'être abandonnée à elle-même dans un temps où elle était si peu maîtresse de ses sentiments et où elle eût tant souhaité d'avoir quelqu'un qui pût la plaindre et lui donner de la force. La manière dont M. de Clèves en usait pour elle lui faisait souhaiter plus fortement que jamais de ne manquer à rien de ce qu'elle lui devait. Elle lui témoignait aussi plus d'amitié et de tendresse qu'elle n'avait encore fait. Elle ne voulait point qu'il la quittât. Et il lui semblait qu'à force de s'attacher à lui, il la défendrait contre M. de Nemours. Cette princesse était sur son lit. Il faisait chaud. Et la vue de M. de Nemours acheva de lui donner une rougeur qui ne diminuait pas sa beauté. Il s'assit vis-à-vis d'elle avec cette crainte et cette timidité que donnent les véritables passions. Ils demeurèrent quelque temps sans pouvoir parler. Madame de Clèves n'était pas moins interdite, de sorte qu'ils gardèrent assez longtemps le silence. Enfin, M. de Nemours prit la parole et lui fit des compliments sur son affliction. Madame de Clèves, étant bien aise de continuer la conversation sur ce sujet, parla assez longtemps de la perte qu'elle avait faite, et enfin elle dit que quand le temps aurait diminué la violence de sa douleur, il lui en demeurerait toujours une si forte impression que son humeur en serait changée. Les grandes afflictions, les passions violentes réparties M. de Nemours font de grands changements dans l'esprit. Et pour moi, je ne me reconnais pas depuis que je suis revenu de Flandre. Beaucoup de gens ont remarqué ce changement, et même Madame la Dauphine m'en parlait hier encore. Il est vrai qu'elle l'a remarqué, répondit Madame de Clèves, et je crois lui en avoir ouï dire quelque chose. Je ne suis pas fâché, Madame, qu'elle s'en soit aperçue, mais je voudrais bien qu'elle ne fût pas seule à s'en apercevoir. Il y a des personnes à qui on ose donner d'autres marques de la passion qu'on a pour elles que par les choses qui ne les regardent point, et n'osant leur faire paraître qu'on les aime, on voudrait du moins qu'elles vissent que l'on ne veut être aimé de personne. On voudrait qu'elles sachent qu'il n'y a pas de beauté dans quelque rang qu'elle pût être, que l'on ne regarda avec indifférence, et qu'il n'y a point de couronne que l'on voulut acheter au prix de ne les avoir jamais. Les femmes jugent d'ordinaire de la passion qu'on a pour elles par le soin qu'on a de leur plaire et de les chercher. Mais ce n'est pas une chose difficile pour peu qu'elles soient aimables. Ce qui est difficile, c'est de ne s'abandonner pas au plaisir de les suivre, c'est de les éviter, par la peur de faire paraître au public et quasi à elles-mêmes
les sentiments qu'on a pour elle. Et ce qui marque mieux encore un véritable attachement, c'est de demeurer entièrement opposé à ce que l'on était et de n'avoir plus d'ambition ni de plaisir après avoir été toute sa vie occupé de l'un et de l'autre. Madame de Clèves entendait aisément la part qu'elle avait à ces paroles. Il lui semblait qu'elle devait y répondre et ne les pas souffrir. Il lui semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre, ni témoigner qu'elle les prit pour elle. Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire. Le discours de M. de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également. Elle y voyait la confirmation de tout ce que lui avait dit Madame la Dauphine. Elle y trouvait quelque chose de galant et de respectueux, mais aussi quelque chose de hardi et de trop intelligible. L'inclination qu'elle avait pour ce prince lui donnait un trouble dont elle n'était point maîtresse. Les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que des déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Elle demeurait donc sans répondre. Quelques jours après, le roi était chez les reines à l'heure du cercle. L'on parla des horoscopes et des prédictions. La reine y ajoutait beaucoup de foi. Elle soutint qu'après tant de choses qui avaient été prédites et que l'on avait vu arriver, l'on ne pouvait douter qu'il y eût quelque certitude dans cette science. D'autres soutenaient que, parmi le nombre infini de prédictions, le peu qui se trouvait véritable faisait bien voir que ce n'était qu'un effet du hasard. J'ai eu autrefois beaucoup de curiosité pour l'avenir, dit le roi, mais on m'a dit tant de choses fausses et si peu vraisemblables que je suis demeuré convaincu que l'on ne peut rien savoir de véritable. Il y a quelques années qu'il vint ici un homme d'une grande réputation dans l'astrologie. Tout le monde l'alla voir, j'y allais comme les autres, et je menai messieurs de Guise et d'Escars. Je les fis passer les premiers. L'astrologue néanmoins s'adressa d'abord à moi. Peut-être qu'il me connaissait. Cependant, il me dit une chose qui ne me convenait pas s'il m'eût connu. Il me prédit que je serais tué en duel. Il dit ensuite à M. de Guise qu'il serait tué par derrière et à Descartes qu'il aurait la tête cassée par un coup de pied de cheval. Je ne sais ce qui arrivera à M. de Guise et à Descartes, mais il n'y a guère d'apparence que je sois tué en duel. Nous venons de faire la paix, le roi d'Espagne et moi, et quand nous ne l'aurions pas faite, je doute fort que nous nous battions et que je le fisse appeler comme le roi mon père fit appeler Charles Quint. Après le malheur que le roi conta qu'on lui avait prédit, ceux qui avaient soutenu l'astrologie en abandonnèrent le parti et tombèrent d'accord qu'il n'y fallait donner aucune croyance. Madame la Dauphine était assise sur le lit et parlait bas à Madame de Clèves qui était debout devant elle. Madame de Clèves aperçut, par un des rideaux qui n'était qu'à demi fermés, Monsieur de Nemours, le dos contre la table qui était au pied du lit, et elle vit que sans se retourner, il trônait adroitement quelque chose sur cette table. Elle eut pas de peine à deviner que c'était son portrait, et elle en fut si troublée que Madame la Dauphine remarqua qu'elle ne l'écoutait pas. Monsieur de Nemours se tourna à ces paroles. Il rencontra les yeux de Madame de Clèves qui étaient encore attachés sur lui, et il pensa qu'il n'était pas impossible qu'elle eût vu ce qu'il venait de faire.
Le soir, on chercha ce portrait avec beaucoup de soin. Comme on trouvait la boîte où il devait être, l'on ne soupçonna point qu'il eût été dérobé, et l'on crut qu'il était tombé par hasard. Monsieur de Clèves était affligé de cette perte. Après qu'on eut encore cherché inutilement, il dit à sa femme, mais d'une manière qui faisait voir qu'il ne le pensait pas, qu'elle avait sans doute quelqu'un amant caché, à qui elle avait donné ce portrait, et qu'un autre qu'un amant ne se serait pas contenté de la peinture sans la boîte. Ces paroles, quoique dites en riant, firent une vive impression dans l'esprit de Madame de Clèves. Elles lui donnèrent des remords. Elle fit réflexion quant à la violence de l'inclination qui l'entraînait vers Monsieur de Nemours. Elle pensa qu'elle n'était plus maîtresse de ses paroles et de son visage, qu'enfin il n'y avait plus rien qui la pût défendre, et qu'il n'y avait de sûreté pour elle qu'en s'éloignant. Mais comme elle n'était pas maîtresse de s'éloigner, elle se trouvait dans une grande extrémité et prête à tomber dans ce qui lui paraissait le plus grand des malheurs, qui était de laisser voir à Monsieur de Nemours la passion qu'elle avait pour lui. Elle se souvenait de tout ce que Madame de Chartres lui avait dit en mourant, et des conseils qu'elle lui avait donnés, de prendre toutes sortes de partis, quelque difficiles qu'ils puissent être, plutôt que de s'embarquer dans une galanterie. Ce que M. de Clèves lui avait dit sur la sincérité lui revint dans l'esprit, et lui sembla qu'elle lui devait avouer l'inclination qu'elle avait pour M. de Nemours. Cette pensée l'occupa longtemps. Ensuite, elle fut étonnée de l'avoir vu. Elle y trouva de la folie et retomba dans l'embarras de ne savoir quel parti prendre. Quand M. de Clèves fut revenu, elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne, qu'elle se trouvait mal et qu'elle avait besoin de prendre l'air. Elle le pria de trouver bon que pendant qu'il irait à Compiègne avec le roi, elle alla à Coulommiers, qui était une belle maison à une journée de Paris, qu'il faisait bâtir avec soin. Comme il était à la chasse à courir le cerf, M. de Nemours s'égara dans la forêt. En s'enquérant du chemin qu'il devait tenir pour s'en retourner, il sut qu'il était proche de Coulommiers. À ce mot de Coulommiers, sans faire aucune réflexion, ni sans savoir quel était son dessein, il alla à toute bride du côté qu'on lui montrait. Il arriva dans la forêt et se laissa conduire au hasard par des routes faites avec soin, qu'il jugea bien, qui conduisaient vers le château. Il trouva au bout de ces routes un pavillon, dont le dessous était un grand salon, accompagné de 2 cabinets, dont l'un était ouvert sur un jardin de fleurs, qui n'était séparé de la forêt que par des palissades, et le second donnait sur une grande allée du parc. Il entra dans le pavillon, et il se serait arrêté à en regarder la beauté, sans qu'il vît venir, par cette même allée du parc, monsieur et madame de Clèves, accompagnés d'un grand nombre de domestiques. Il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs, dans la pensée d'en ressortir par une porte qui ouvrait sur la forêt. Mais voyant que madame de Clèves et son mari s'étaient assis sous le pavillon, que leurs domestiques demeuraient dans le parc et qu'ils ne pouvaient venir à lui sans passer dans le lieu où étaient monsieur et madame de Clèves, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse. Il résistait à la curiosité d'écouter sa conversation avec un mari
qui lui donnait plus de jalousie qu'aucun de ses rivaux. Et pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris, disait M. de Clèves. Qui vous peut retenir à la campagne? Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige, parce qu'il nous sépare. Je vous trouve même plus triste que de coutume, et je crains que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, répondit Madame de Clèves, mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous, qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. Le repos n'est guère propre à une personne de votre âge. Vous êtes chez vous et dans la cour d'une sorte à ne vous point donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer seul, j'en aurais beaucoup de joie. Et sans ces compagnies qui ne vous quittent quasi jamais. Ah, madame, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seul que je ne sais pas. Et je vous conjure de me les dire. Vous ne me dites rien. Et c'est me dire que je ne me trompe pas. Eh bien, monsieur, je veux vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes sentiments m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie, pour me conserver digne d'être à vous. Songez que pour faire ce que je fais, il faut plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore, si vous pouvez. Ayez pitié de moi vous-même, madame. J'en suis digne. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Elle dure encore. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais madame, achevez. Et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Vous m'empresseriez inutilement. J'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. Contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments et que l'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. Ah, madame, je ne saurais vous croire. Je me souviens de l'embarras où vous fûtes le jour que votre portrait se perdit. Vous avez donné, madame. Vous avez donné ce portrait qui m'était si cher et qui m'appartenait si légitimement. Vous n'avez pu cacher vos sentiments. Vous aimez, on le sait. Votre vertu vous a jusqu'ici garanti du reste. Croyez, je vous en conjure, que je n'ai pas donné mon portrait. Il est vrai que je le vis prendre, mais je ne voulus pas laisser paraître que je le voyais, de peur de m'exposer à me faire dire des choses qu'on ne m'a encore osé dire. Par où vous a-t-on donc fait voir qu'on vous aimait? Et quelle marque de fidélité vous a-t-on donné? Ne me contraignez point à vous redire des détails qui me font honte à moi-même de les avoir remarqués et qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse. Vous avez raison, madame.
Je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses. Mais ne vous étonnez pourtant pas si je vous les demande. Cependant, Monsieur de Nemours s'était éloigné d'un lieu où il avait entendu une conversation qui le touchait si sensiblement et s'était enfoncé dans la forêt. Cependant, Monsieur de Clèves était allé retrouver le roi, le cœur pénétré d'une douleur mortelle. Enfin, le jour du tournoi arriva. Les reines se rendirent dans les galeries et sur les échafauds qui leur étaient destinés. Les 4 tenants parurent au bout de la lice avec une quantité de chevaux et de livrées qui en faisait le plus magnifique spectacle qui eût jamais paru en France. Quoique le roi fût le meilleur homme de cheval de son royaume, on ne savait à qui donner l'avantage. Monsieur de Nemours avait un agrément dans toutes ses actions qui pouvait faire pencher en sa faveur des personnes moins intéressées que Madame de Clèves. Sitôt qu'elle le vit paraître au bout de la lice, elle sentit une émotion extraordinaire. Et à toutes les courses de ce prince, elle avait de la peine à cacher sa joie. Lorsqu'il avait heureusement fourni sa carrière. Sur le soir, comme tout était presque fini, le malheur de l'État fit que le roi voulut encore rompre une lance. Il demanda au comte de Montgomery, qui était extrêmement adroit, qu'il se mit sur la lice. Le comte supplia le roi de l'en dispenser et allégua toutes les excuses dont il put s'aviser. Mais le roi quasi, en colère, lui fit dire qu'il le voulait absolument. La reine demanda au roi qu'elle le conjurait de ne plus courir, qu'il avait si bien fait qu'il devait être content et qu'elle le suppliait de revenir auprès d'elle. Il lui répondit que c'était pour l'amour d'elle qu'il allait courir encore, et entra dans la barrière. Elle lui renvoya une seconde fois Monsieur de Savoie pour le prier de revenir, mais tout fut inutile. Il courut, les lances se brisèrent, et un éclat de celle du comte de Montgomery lui donna dans l'œil, et y demeura. Ce prince tomba du coup. Ses écuyers coururent à lui, ils furent étonnés de le voir si blessé. Mais le roi ne s'étonna pas.
Il dit que c'était peu de choses. Et qu'il pardonnait au comte de Montgomery. On peut juger quel trouble et quelle affliction apporta un accident si funeste dans une journée tout entière destinée à la joie. Monsieur le connétable se souvint dans ce moment de la prédiction que l'on avait faite au roi qu'il serait tué dans un combat singulier, et il ne douta point que la prédiction ne fut accomplie. Madame de Clèves s'en alla à Coulommiers. En y allant, elle eut soin d'y faire porter de grands tableaux qu'avait fait faire Madame de Valentinois pour sa belle maison d'Annay. Toutes les actions remarquables qui s'étaient passées du règne du roi étaient dans ces tableaux. Et il y avait entre autres le siège de Metz, et tous ceux qui y avaient participé étaient peints fort ressemblants. Monsieur de Nemours était de ce nombre. Et c'est peut-être ce qui avait donné envie à Madame de Clèves d'avoir ces tableaux. Madame de Martigues vint à Coulommiers comme elle l'avait promis à Madame de Clèves. Elle la trouva dans une vie fort solitaire. Cette princesse avait même trouvé le moyen d'être dans une solitude entière et de passer les soirs dans les jardins sans être accompagnée de ses domestiques. Elle venait dans ce pavillon où M. de Nemours l'avait écoutée. Elle entrait dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs. Ses femmes et ses domestiques demeuraient dans l'autre cabinet et ne venaient point à elle qu'elle ne les appelât. Madame de Martigues n'avait jamais vu Coulommiers. Elle fut surprise de toutes les beautés qu'elle y trouva et surtout de l'agrément de ce pavillon. Madame de Clèves et elle y passaient tous les soirs. La liberté de se retrouver seule la nuit dans le plus beau lieu du monde ne laissait pas finir la conversation entre deux jeunes personnes qui avaient des passions violentes dans le cœur, et quoiqu'elles ne s'en fissent point de confidence, elles avaient un grand plaisir à se parler. Les palissades étaient fort hautes. Et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on ne pût entrer, de sorte qu'il était assez difficile de se faire passage. Monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins. Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était Madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet, et en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il est aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule. Mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui causa cette vue. Il faisait chaud. Et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés.
Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns. M. de Nemours remarqua que c'étaient des mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Il vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, fort extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui Madame de Clèves l'avait prise sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à M. de Nemours. Après avoir achevé son ouvrage, avec une grâce et une douceur que répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur, elle prit un flambeau. Et s'en alla proche d'une grande table, vis-à-vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de M. de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. L'on ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours dans ce moment. Voir, dans le plus beau lieu du monde, une personne qui l'adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout entière occupée de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Ce prince était aussi tellement hors de lui-même qu'il demeurait immobile à regarder Madame de Clèves sans penser que les moments lui étaient comptés. Quand il fut un peu remis, il pensa qu'il devait attendre à lui parler qu'elle allât dans le jardin. Il crut qu'il le pourrait faire parce qu'elle serait plus éloignée de ses domestiques. Mais, voyant qu'elle demeurait dans le cabinet, il prit la résolution d'y entrer. Quand il voulut l'exécuter, quel trouble n'eut-il point? Quelle crainte de lui déplaire? Quelle peur de faire changer ce visage où il y avait tant de douceur, et de le voir devenir plein de sévérité et de colère. Il vit tout ce qu'il n'avait point encore envisagé. Il lui parut de l'extravagance dans sa hardiesse de venir surprendre au milieu de la nuit une personne à qui il n'avait encore jamais parlé de son amour. Il pensa qu'il ne devait pas prétendre qu'elle le voulût écouter et qu'elle aurait une juste colère du péril où il l'exposait par les accidents qui pouvaient arriver. Tout son courage l'abandonna et il fut prêt plusieurs fois de s'en retourner sans se faire voir. Poussé néanmoins par le désir de lui parler, et rassuré par les espérances que lui donnait tout ce qu'il avait vu, il avança quelques pas, mais avec tant de trouble qu'une écharpe qu'il avait s'embarrassa dans la fenêtre, en sorte qu'il fit du bruit. Madame de Clèves tourna la tête, elle crut le reconnaître, et sans balancer ni se retourner du côté où il était, elle entra dans le lieu où étaient ses femmes. Elle y entra avec tant de trouble qu'elle fut contrainte, pour le dissimuler, de dire qu'elle se trouvait mal. Elle fut longtemps à se résoudre à sortir d'un lieu dont elle pensait que ce prince était peut-être si proche, et il était quasi jour lorsqu'elle revint au château. M. de Nemours était demeuré dans le jardin tant qu'il avait vu de la lumière. La passion n'a jamais été si tendre ni si violente qu'elle était alors en ce prince. Il s'en alla sous des saules, le long d'un petit ruisseau qui coulait derrière la maison où il était caché.
Il s'éloigna le plus qu'il lui fut possible, afin de n'être vu ni entendu de personne. Il s'abandonna au transport de son amour, et son cœur en fut tellement touché qu'il fut contraint de laisser couler quelques larmes. Mais ces larmes n'étaient pas celles que la douleur seule fait répandre. Elles étaient mêlées de douceur et de ce charme qui ne se trouve que dans l'amour. Le soleil était levé devant qu'il pensât à se retirer. Mais la crainte d'être découvert l'obligea à s'en aller. Le valet de M. de Clèves l'avait toujours observé pendant toute la nuit. Ce valet revint aussi à Paris. Et comme il vit M. de Nemours partir pour Chambord, il prit la poste afin d'y arriver devant lui et de rendre compte de son voyage. M. de Clèves attendait son retour comme ce qui allait décider du malheur de toute sa vie. Sitôt qu'il le vit, il jugea par son visage et par son silence qu'il n'avait que des choses fâcheuses à lui apprendre. « Allez, je vois ce que vous avez à me dire, et je n'ai pas la force de l'écouter. Je n'ai rien à vous apprendre, lui répondit le valet, sur quoi on puisse faire de jugement assuré. Il est vrai que M. de Nemours a été à Coulommiers et qu'il avait passé la nuit précédente dans le jardin de la forêt. C'est assez. C'est assez. Et je n'ai pas besoin d'un plus grand éclaircissement. Ce valet fut contraint d'abandonner son maître à son désespoir. On n'en a peut-être jamais vu un plus violent. Et peu d'hommes d'un aussi grand courage et d'un cœur aussi passionné que M. de Clèves ont ressenti en même temps la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse et la honte d'être trompé par une femme. M. de Clèves ne put résister à l'accablement où il se trouva. La fièvre lui prit dès la nuit même, et avec de si grands accidents que dès ce moment, sa maladie parut très dangereuse. On en donna avis à Madame de Clèves, elle vint en diligence. Quand elle arriva, il était encore plus mal. Elle lui trouva quelque chose de si froid et de si glacé pour elle qu'elle en fut extrêmement surprise et affligée. Mais enfin, elle pensa que c'était peut-être un effet de sa maladie. Cependant, M. de Clèves était presque abandonné des médecins. Un des derniers jours de son mal, il dit sur le matin qu'il voulait reposer. Madame de Clèves demeura seule dans sa chambre. Et il lui parut qu'au lieu de reposer, il avait beaucoup d'inquiétude. Elle s'approcha et se vint mettre à genoux devant son lit, le visage tout couvert de larmes. M. de Clèves avait résolu de ne lui point témoigner le violent chagrin qu'il avait contre elle. Mais les soins qu'elle lui rendait, et son affliction, qui lui paraissait quelquefois véritable, et qu'il regardait aussi quelquefois comme des marques de dissimulation et de perfidie, lui causaient des sentiments si opposés et si douloureux qu'il ne les put renfermer en lui-même. « Vous versez bien les pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, ajouta-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur, mais je meurs du cruel déplaisir
que vous m'avez donné. Ma mort vous laissera en liberté et vous pourrez rendre M. de Nemours heureux sans qu'il vous en coûte des crimes. Qu'importe ce qui arrivera quand je ne serai plus. Et faut-il que j'aie la faiblesse d'y jeter les yeux. Madame de Clèves était si éloignée de s'imaginer que son mari pût avoir des soupçons contre elle, qu'elle écouta toutes ces paroles sans les comprendre et sans avoir d'autre idée, sinon qu'il lui reprochait son inclination pour M. de Nemours. Enfin, sortant tout à coup de son aveuglement, « Moi, des crimes !» s'écria-t-elle, la pensée même m'en est inconnue. La vertu la plus austère ne peut avoir eu d'autre conduite que celle que j'ai eue, et je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoin. Eussiez-vous souhaité, répliqua M. de Clèves avec dédain, que je l'eusse été des nuits que vous avez passées avec M. de Nemours? Ah, madame, est-ce de vous dont je parle quand je parle d'une femme qui a passé des nuits avec un homme? Non, ce n'est pas de moi dont vous parlez. Je n'ai jamais passé ni de nuit ni de moment avec M. de Nemours. Je ne l'ai jamais vu en particulier. Je ne l'ai jamais souffert ni écouté. Et j'en ferai tous les serments. N'en dites pas davantage, interrompit M. de Clèves. De faux serments ou un aveu me ferait peut-être une égale peine. Madame de Clèves ne pouvait répondre. Ses larmes et sa douleur lui ôtaient la parole. Enfin, faisant un effort, « Regardez-moi du moins, lui dit-elle, écoutez-moi. S'il n'y allait que de mon intérêt, je souffrirais ces reproches, mais il y va de votre vie. Écoutez-moi, pour l'amour de vous-même, il est impossible qu'avec tant de vérité, je ne vous persuade mon innocence. Plût à Dieu que vous me la puissiez persuader. Et que me pouvez-vous dire? Monsieur de Nemours n'a-t-il pas été à Coulommiers et n'avait-il pas passé les 2 nuits précédentes avec vous dans le jardin de la forêt? Si c'est là mon crime, il m'est aisé de me justifier. Je ne vous demande point de croire. Mais croyez tous vos domestiques. Et sachez si j'allais dans le jardin de la forêt la veille que M. de Nemours vint à Coulommiers, et si je n'en sortis pas le soir d'auparavant 2 heures plus tôt que je n'avais accoutumé. Elle lui avoua comme elle avait cru voir quelqu'un dans ce jardin. Elle lui avoua qu'elle avait cru que c'était M. de Nemours. Elle lui parla avec tant d'assurance. Et la vérité se persuade si aisément, lors même qu'elle n'est pas vraisemblable, que M. de Clèves fut presque convaincu de son innocence. « Je ne sais, lui dit-il, si je me dois laisser aller à vous croire. » Il voulut continuer, mais une faiblesse lui ôta la parole. Madame de Clèves fit venir les médecins. Ils le trouvèrent presque sans vie. Il languit néanmoins encore quelques jours et mourut enfin avec une constance admirable. La douleur de cette princesse passait les bornes de la raison. Ce mari mourant, et mourant à cause d'elle, et avec tant de tendresse pour elle, ne lui sortait point de l'esprit. Elle repassait incessamment tout ce qu'elle lui devait, et elle se faisait un crime de n'avoir point eu de la passion pour lui, comme si c'eût été une chose qui eût été en son pouvoir. Elle ne trouvait de consolation qu'à penser qu'elle le regrettait
qu'autant qu'il méritait d'être regretté, et qu'elle ne ferait dans le reste de sa vie que ce qui lui était bien aise qu'elle eût fait. S'il avait vécu, après que plusieurs mois furent passés, elle sortit de cette violente affliction où elle était et entra dans un état de tristesse et de langueur. Madame de Martigues fit un voyage à Paris et elle la vit avec soin pendant le séjour qu'elle y fit. Elle l'entretint de la cour et de tout ce qui s'y passait, et quoique Madame de Clèves ne parut pas y prendre intérêt, Madame de Martigues ne laissa pas de lui en parler pour la divertir. Le lendemain, cette princesse qui cherchait des occupations conformes à l'état où elle était, à l'approche de chez elle, voir un homme qui faisait des ouvrages de soie d'une façon particulière. Et elle y fut dans le dessein d'en faire de semblables. Après qu'on les lui eut montrés, elle vit la porte d'une chambre où elle crut qu'il y en avait encore. Elle dit qu'on la lui ouvrit. Le maître lui répondit qu'il n'en avait point la clé et qu'elle était occupée par un homme qui venait quelquefois pendant le jour pour dessiner de belles maisons et des jardins que l'on voyait de ses fenêtres. C'est l'homme du monde le mieux fait, ajouta-t-il. Il n'a guère la mine d'être réduit à gagner sa vie et toutes les fois qu'il vient séant, je le vois toujours regarder les maisons et les jardins, mais je ne le vois jamais travailler. Madame de Clèves à l'approche des fenêtres pour voir où elle donnait, elle trouva qu'elle voyait tout son jardin et la face de son appartement. Et quand elle fut dans sa chambre, elle remarqua aisément cette même fenêtre où l'on lui avait dit que venait cet homme. La pensée que c'était Monsieur de Nemours changea entièrement la disposition de son esprit. Elle ne fut plus dans un certain triste repos qu'elle commençait à goûter. Elle se sentit inquiète et agitée. Enfin, ne pouvant demeurer avec elle-même, elle sortit et alla prendre l'air dans le jardin hors des faubourgs, où elle pensait être seule. Elle crut en y arrivant qu'elle ne s'était pas trompée. Elle ne vit aucune apparence qu'il y eût quelqu'un, et elle se promena assez longtemps. Après avoir traversé un petit bois, elle aperçut au bout d'une allée, dans l'endroit le plus reculé du jardin, une manière de cabinet ouvert de tous côtés où elle adressa ses pas. Comme elle en fut proche, elle vit un homme couché sur des bancs qui paraissait enseveli dans une rêverie profonde. Et elle reconnut que c'était Monsieur de Nemours. Cette vue l'arrêta tout court. Mais ces gens qui la suivaient firent quelque bruit qui tira Monsieur de Nemours de sa rêverie. Sans regarder qui avait causé le bruit qu'il avait entendu, il se leva de sa place pour éviter la compagnie qui venait vers lui et tourna dans une autre allée
en faisant une révérence fort basse qui l'empêcha même de voir ceux qu'il saluait. Quelque temps après, M. de Nemours rentra, comme si le hasard l'eût conduit. L'on ne peut exprimer ce que sentirent M. de Nemours et Mme de Clèves de se trouver seuls et en état de se parler pour la première fois. Ils demeurèrent quelque temps sans rien dire. Ne craignez rien, madame, personne ne sait que je suis ici, et aucun hasard n'est à craindre. Puisque vous voulez que je parle, répondit Madame de Clèves, je le ferai avec une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. J'avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus, devant que de vous avoir vu, et dont j'avais même si peu d'idées qu'ils me donnèrent d'abord une surprise qui augmentait encore le trouble qui le suit toujours. J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. Rien ne me peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. Vous avez déjà eu plusieurs passions, vous en auriez encore. Je ne ferai plus votre bonheur. Je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi. J'en donnerais une douleur extrême. Je ne serais pas même assuré d'en avoir point le malheur de la jalousie. Par vanité ou par goût, toutes les femmes souhaitent de vous attacher. Il y en a peu à qui vous ne plaisez. Mon expérience me ferait croire qu'il n'y en a point à qui vous ne puissiez plaire. Je me croirais toujours amoureux et aimé, et je ne me tromperais pas souvent. Dans cet état, je n'aurais d'autre parti à prendre que celui de la souffrance. On fait des reproches à un amant, mais en fait-on à un mari quand on n'a qu'à lui reprocher de n'avoir plus d'amour? Quand je pourrais m'accoutumer à cette sorte de malheur, pourrais-je m'accoutumer à celui de croire, voir toujours M. de Clèves vous accuser de sa mort, me reprocher de vous avoir aimé? Il est impossible de passer par-dessus des raisons si fortes. Je dois demeurer dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. Il fallut enfin que ce prince repartît, aussi accablé de douleur que le pouvait être un homme qui perdait toutes sortes d'espérances de revoir jamais une personne qu'il aimait, de la passion la plus violente, la plus naturelle et la mieux fondée qui ait jamais été. Néanmoins, il ne se rebuta point encore. Il fit tout ce qu'il put imaginer de capable de la faire changer de dessein. Enfin, des années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Madame de Clèves vécut d'une sorte qui ne laissa pas d'apparence qu'elle pût jamais revenir. Elle passait une partie de l'année dans une maison religieuse et l'autre chez elle, mais dans des occupations plus saintes que celles des couvents les plus austères. Et sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertu inimitables.